hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Dans cet épisode du podcast 2040 j'y vais, nous allons explorer l'émerveillement face au vivant. Parce qu'une fourmi, une notonecte, un lynx ou un arbre peuvent être d'une subtilité et d'une inventivité extraordinaires. Et qu'apprendre à les regarder, c'est se permettre de se reconnecter à une forme de joie et de magie face à la complexité de la vie. Ce voyage dans l'émerveillement, nous le ferons en compagnie de Julien Perrault, un maître en la matière, aventurier du proche qui depuis plus de 40 ans transmet son amour du vivant à travers le magazine La Salamandre. Il publie ce mois de mai son premier livre, Une vie pour la nature, dans lequel il relate ses rencontres avec les animaux de nos contrées. Nous irons ensuite à la rencontre de Blaise Mühlhäuser, biologiste, écologue et directeur du Jardin botanique de Neuchâtel. Blaise Mühlhäuser nous propose de décentrer notre regard et de considérer sur la base de la science que nous ne sommes qu'une espèce parmi d'autres. Une nouvelle grille de lecture qui bouleverse la théorie de l'évolution, rien que ça, et qu'il a développée dans son livre Le Continuum du vivant, publié en 2024. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 2040 j'y vais. Je rencontre Julien Perrault dans les Hauts de Saint-Blaise, à la lisière de la forêt, dans la maison où il habite avec sa famille. C'est un matin un peu pluvieux et Julien Perrault m'attend dans son jardin, casquette vissée sur la tête et jumelle en bandoulière, prêt à commencer une exploration du proche. Julien Perrault, où est-ce qu'on est ici ? Alors on se trouve dans mon jardin et j'avais envie de vous montrer tout ce qu'on peut découvrir dans son jardin si on laisse un peu de place à la nature. Dans ce jardin, vous avez une zone particulière dans laquelle on se trouve ? Oui, alors ça c'est vraiment mon coup de cœur, c'est une petite mare que j'ai aménagée quand je suis arrivé ici à 18 ans, avec un petit mur en pierre sèche à côté. Et cette mare c'est extraordinaire parce qu'à toute saison il se passe des choses, l'eau attire la vie, c'est juste fabuleux. Alors racontez-nous, qu'est-ce qu'on y voit ? Alors on va se baisser, là on est sur un petit ponton en bois que j'ai aménagé. Et puis alors on va regarder un petit peu... Alors déjà on voit à la surface de l'eau, vous voyez ces petites bêtes là qui se baladent, c'est extraordinaire. C'est des petits insectes, en fait c'est des punaises qui ont le corps allongé. Elles ont 6 très longues pattes et en fait elles arrivent à marcher sur l'eau comme Jésus. Parce qu'elles ont des petits poils au bout des pattes qui sont des poils un peu huileux comme ça. Donc ça se mélange pas à l'eau. Et comme ça avec la tension superficielle de l'eau, ils arrivent à flotter, à se balader, à intercepter les petits moucherons qui viendraient se noyer dans l'eau. Voilà. Et à quoi ça leur sert de marcher sur l'eau ? Ça leur sert justement à passer leur vie à cet endroit-là, à cette interface entre l'air et l'eau, et à se nourrir de toutes les petites bêtes qui n'ont pas leur talent pour marcher sur l'eau et qui vont se noyer et qui vont couler. Et puis alors si on se penche un peu plus, là il y a les nénuphars là, qui sont en train de pousser. Et il y a plein de vie qui va se développer autour de ces nénuphars au mois de mai. Il y aura, dans quelques semaines, il y aura un véritable balai avec des petites libellules bleues qui vont venir se faire des bisous sur ces feuilles de nénuphars. Et puis alors maintenant, si on se penche dans l'eau, alors c'est un peu trouble parce qu'il a plu cette nuit. Donc je vais un petit peu m'aider avec une lampe de poche. On va voir, normalement, on devrait trouver des bêtes extraordinaires là dans l'eau. Attention, on s'installe bien. Ouais, c'est très trouble. Figurez-vous que j'ai des petits dragons qui vivent là-dedans. Des petites bêtes qui font 4-5 cm de long, qui ressemblent un petit peu à des lézards, mais en fait qui sont aquatiques, en tout cas au printemps. Ils s'appellent des tritons, qui sont magnifiques parce qu'ils ont le ventre orange vif, et les mâles ont le dos bleu, et les femelles ont le dos brun et vert camouflé, parce qu'elles doivent être discrètes, parce qu'elles vont devoir pondre leurs œufs ensuite dans la végétation. Et on les observe pendant des heures avec mes enfants, très régulièrement. Le mieux c'est de nuit. Et comment ils sont venus s'installer dans cette mare, les tritons ? Complètement extraordinaire, c'est qu'en fait vous faites une mare comme ça et puis vous savez pas comment, une année après vous avez des tritons qui arrivent et puis après vous avez des libellules et puis après vous avez des petits escargots aquatiques qui arrivent sans doute dans les pattes peut-être de certains canards qui de temps en temps viennent quand même se poser ici. Enfin, il y a toute une vie qui s'installe et qui s'enrichit année après année. Et de quoi ils se nourrissent les tritons ? Ils mangent plein de choses, ils mangent des têtards. C'est des grands dévoreurs de larves de moustiques.
Donc en fait, si vous faites une mare et que vous n'y mettez surtout pas de poissons, ça il faut vraiment éviter, parce que les poissons vont tout manger. Si vous mettez pas de poissons, et ben en fait, il y a toute une vie qui va se développer dans cette mare, avec notamment des prédateurs qui vont dévorer les moustiques. Donc il n'y a aucun souci. Les moustiques, le problème, c'est plutôt si vous laissez de l'eau au fond d'un arrosoir ou un tout petit point d'eau comme ça, là vous aurez peut-être des moustiques. Mais dans une mare, il n'y a aucun souci, parce que voilà, la nature fait son job, quoi. Ce qui est génial aussi, c'est qu'il y a énormément d'oiseaux qui viennent boire dans cette mare. Donc ça m'arrive de temps en temps de mettre une petite tente de camouflage là au bord de l'eau. Et puis j'ouvre la fenêtre et en 1 ou 2 heures, je peux voir parfois 10, 15 sortes d'oiseaux différents qui viennent. Et puis alors c'est très beau parce qu'ils se rapprochent de la surface de l'eau, ils viennent boire un petit coup, puis après ils se toilettent, ils se nettoient le plumage. Ils ont tout le temps besoin de nettoyer leur plume, les oiseaux, parce que s'ils n'ont pas un plumage impeccable, ils ne peuvent plus voler, ils meurent de froid. Enfin, c'est vraiment vital pour eux. Donc les oiseaux, si leur plumage est sale, ça les empêche de voler? Oui, alors ils doivent constamment maintenir leur plumage dans un état impeccable pour pouvoir voler. Et puis aussi parce que le plumage sur le corps, c'est leur isolation thermique. Donc en fait, un oiseau qui ne prend pas soin de son plumage, c'est un oiseau mort. Julien Perrault, comment est-ce qu'on fait pour apprendre à observer le vivant? Ah, ben mon Dieu, on ouvre les sens. Et pas seulement les yeux. On peut découvrir tellement de choses en écoutant, en humant, en dégustant des petites feuilles printanières, en observant, en regardant. Et plus on passe de temps dans la nature, plus on développe aussi son intuition et on remarque des choses qu'on remarquait même pas avant. Vous parlez du fait que quand on observe, petit à petit, on développe une intuition. Comment c'est de dérouler le fil de cette intuition? Ça vient un petit peu avec le temps. J'ai remarqué, par exemple, moi j'aime bien dormir à la belle étoile, aussi parce que c'est un moyen d'être sur le terrain aux heures les plus intéressantes. C'est souvent à l'aube, au crépuscule, c'est des moments où on peut voir vraiment beaucoup d'animaux. Et j'ai remarqué, par exemple, si je dors à la belle étoile une nuit, le lendemain, je suis plus présent au monde. Des fois, je tourne la tête au bon moment ou je m'arrête au bon endroit et tout à coup, j'observe quelque chose qui m'aurait échappé en d'autres circonstances, je pense. Donc c'est vrai qu'on a en fait une mémoire, on a vécu des dizaines de milliers d'années chasseurs-cueilleurs et en fait on a des compétences qu'on a juste un petit peu oubliées mais qu'on peut retrouver petit à petit avec la pratique. Et quelle est une des rencontres les plus étonnantes que vous avez faites? Alors tout récemment, j'ai vécu une nuit complètement folle avec 2 lynx. On m'avait signalé une proie, donc un chevreuil qui a été tué par un lynx. Donc j'étais dans tous mes états, on y allait avec ma femme. Le lynx avait déplacé sa proie, donc on n'a pas retrouvé le chevreuil. Il y avait juste une piste, on voyait qu'il y avait quelque chose qui avait été traîné par terre, et puis des poils de ci, de là. Et on a cherché pendant des heures dans cette petite forêt le chevreuil. Et en fait, tout à coup, c'est pas le chevreuil que j'ai trouvé, mais c'est le lynx que j'ai vu devant moi à 4 mètres, qui passait tranquillement, comme ça, qui m'a regardé. Il y avait même encore un petit rayon de soleil, j'ai ses yeux jaunes et tout, c'était magnifique. Et puis ça a duré 15 secondes. Et j'ai continué à chercher. Mais finalement, la carcasse du chevreuil n'était pas très loin. Et j'ai passé toute la nuit avec ces 2 lynx qui mangeaient leur chevreuil. C'était incroyable. Dans votre dernier livre, vous parlez justement du lynx et vous avez cherché à l'observer pendant longtemps. Oui, alors le lynx, c'est rigolo parce que déjà c'est un animal très étonnant parce qu'il ne craint pas l'homme. C'est vraiment le boss, c'est le roi de la forêt. Dans la nature, il n'a pas à craindre de prédateurs, bien qu'il a été exterminé quand même par les humains au 19e siècle. Donc c'est très étonnant parce qu'il n'a pas peur de nous et même des fois il est curieux, il peut se rapprocher de quelqu'un qui l'observe. Donc c'est vrai que ça c'est génial. Donc parfois quelqu'un qui tombe sur un lynx par hasard peut vraiment l'observer très très bien. Mais par contre, alors pour tomber dessus, il faut être au bon endroit au bon moment. Et le problème, c'est que les lynx ont des immenses territoires, qu'ils sont extrêmement bien camouflés. Donc vous pouvez passer à 2 mètres d'un lynx sans que vous le remarquiez, mais lui évidemment il vous aura vu. Et voilà, c'est tout le défi. Donc c'est vrai que j'ai longtemps cherché le lynx et je l'ai longtemps pas vu, mais c'était beau aussi de faire plein d'autres rencontres, plein d'autres observations. Et puis finalement, la nature m'a récompensé de ma patience. Et est-ce que vous vous impatientez jamais d'attendre, de rester à l'affût? Alors l'attente, l'affût, c'est très très chouette parce qu'en fait c'est un peu comme une méditation. À la fois vous êtes vraiment détendu, vous goûtez les nuages, les oiseaux qui chantent, les lumières qui tournent petit à petit le soir ou le matin. Puis en même temps vous êtes à fond parce que tout à coup la bête peut sortir là. Donc c'est un chouette moment. Un moment pour soi, voilà, sans sollicitation, sans écran, sans rien, juste dans la nature, ça fait du bien. Et ouais, moi, ça me fait vraiment du bien. Je dirais que c'est presque thérapeutique. Et en fait, je rentre jamais bredouille. Parfois, il n'y a pas d'animaux particuliers, mais il y a toujours un arc-en-ciel, il y a un nuage, il y a toujours quelque chose qui se passe dans la nature. On n'est jamais seul. Avec votre capacité d'observation et d'émerveillement, vous êtes un peu à contre-courant des tendances du monde actuel avec les réseaux sociaux où tout va toujours plus vite, où on passe d'une image à l'autre. Comment est-ce que vous vivez cette époque ?
Bon, on produit aussi beaucoup de choses sur les réseaux sociaux à la Salamandre, parce qu'il faut aller chercher les gens où ils sont. Moi, je suis pas très connecté aux réseaux sociaux, en fait. Alors j'ai ma chaîne YouTube, évidemment, où je réponds aux commentaires des gens, mais c'est vrai que j'essaye un petit peu de me protéger. Je trouve que je passe déjà beaucoup de temps devant des écrans pour mon travail. Donc voilà. Et puis, vous avez commencé très tôt, à l'âge de 11 ans, à rédiger un magazine, La Salamandre. Qu'est-ce qui vous a motivé ? En fait, c'était l'émerveillement de l'observation de la nature tout autour de chez moi, parce que j'ai la chance de grandir à la campagne dans un monde justement qui n'était pas encore dévoré par les écrans. Donc l'émerveillement et en même temps la colère et la tristesse de voir la nature détruite tout autour de moi. Ça, j'ai vraiment ressenti ça très vite comme enfant. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelque chose avec ça, avec cet émerveillement, avec cette tristesse ou cette colère, de faire quelque chose de positif. Et c'est comme ça que j'ai créé un petit journal sur la nature qui s'est appelé La Salamandre et qui maintenant, 42 ans plus tard, est devenu une maison d'édition qui édite 3 revues différentes, qui édite des livres, qui produit des documentaires animaliers. Enfin, on fait toutes sortes de choses. Toujours exactement dans le même esprit qu'au début, quoi, ouvrir le cœur des gens sur le monde vivant qui nous entoure. Et comment est-ce que les lecteurs ont évolué ? Il y en a beaucoup plus, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant clairement réparti entre la Suisse romande et la France aussi, parce qu'on est vraiment devenu un éditeur binational. Et je vois beaucoup de gens qui sont plus sensibles à ces enjeux, qui sont plus acteurs aussi de certains changements autour d'eux, qui nous écrivent, qui témoignent de leur joie, de ce qu'on a pu leur faire découvrir. Voilà, il y a aussi des choses positives en 2025. Donc l'émerveillement, c'est un peu contagieux. Oui, puis je crois que c'est nécessaire. Je développe pas mal ça justement dans ce livre, là, Une vie pour la nature, là, qui sort ce printemps. Comment est-ce qu'on peut faire pour rester en lien avec la joie aujourd'hui ? C'est hyper important, parce qu'en fait, c'est clair que le monde va mal. Mais en même temps, si je passe toutes mes journées à me déprimer, je gâche cette belle vie que j'ai reçue, qui est tellement extraordinaire. Et ça, c'est bien dommage. Donc il faut essayer de développer des stratégies pour rester debout, pour rester ancré, pour rester positif, tout en étant en même temps lucide sur la situation. Baptiste Morisot parle du fait qu'il faut politiser l'émerveillement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une des choses à faire. J'aime beaucoup ce que fait Baptiste Morisot. C'est vrai que l'émerveillement seul ne suffit pas, probablement. Donc voilà, c'est pour ça que par exemple, moi je me suis engagé l'automne passé là, pour cette campagne de votation sur la biodiversité. Temps vraiment de faire ma part à cette occasion-là. Baptiste Morisot dit aussi que nous vivons dans un monde qui infantilise la nature. Ce qui est très frappant. Donc la nature, c'est super chouette pour les petits loulous. Voilà, on peut les abonner à une revue nature pour les enfants. Ils ont 7 ans, nickel. Puis après, ils deviennent ados, ils deviennent adultes et on passe aux choses sérieuses. Donc la nature n'est plus du tout quelque chose d'important, de considérer dans notre monde. Et ça, c'est une idée contre laquelle je me bats. Et comment se transformerait notre regard si on n'infantilise plus la nature ? Comment est-ce qu'il faudrait la regarder ? C'est notre famille. Tout autour de nous, c'est nos cousines, c'est nos cousins sauvages qui vivent ce même miracle de la vie, comme nous. C'est nos voisins, c'est avec eux qu'on peut maintenir des conditions favorables à la vie sur notre petite planète. On a des destins liés, on est tous interdépendants et du coup on leur doit un peu plus de respect. C'est important qu'on s'intéresse à eux, qu'on les considère et qu'on essaie de maintenir tout ça, quoi. Après ce moment partagé à Saint-Blaise, je me rends dans un autre lieu magique, le jardin botanique de Neuchâtel. Au milieu des serres, des arbres et des plantes se trouve une villa historique dans laquelle je retrouve Blaise Mulhoser. Ici, le temps s'est arrêté. Et je suis plongée dans une atmosphère chaleureuse qui invite à la détente et la curiosité. Le plancher grince, les meubles sont colorés et ça sent bon le café. Nous nous asseyons sur un banc coloré pour parler de la nature et remettre en question nos a priori sur la place de l'humain. Blaise Mulhoser, avec Julien Perrault, on a parlé de la capacité de s'émerveiller devant le vivant. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui la relation que nous, humains, entretenons avec le vivant ? Force est de constater que la relation est très ténue et qu'il s'agit de retrouver des manières de la renforcer. La reconnexion à la nature, elle peut se faire même sans mots. Aller dans la nature, prendre des bains de forêt et de nature, c'est tout d'abord avoir la capacité d'ouvrir ses sens à toutes les sensations qui peuvent arriver. Vous avez un parcours très vaste et un regard très large. Vous avez étudié la faune, la flore et même le monde des bactéries. Et à travers tout ce chemin d'études, vous dites qu'il faudrait ouvrir une nouvelle ère dans notre étude du vivant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors depuis 150 ans, depuis que Charles Darwin a proposé les théories de l'évolution, un bond a été fait, c'est évident, dans nos connaissances, dans nos savoirs, mais nous arrivons maintenant à un stade où ces théories sclérosent l'observation du vivant. Et pourquoi cela? Bien parce qu'on est encore dans des schémas qui sont très classiques. La biologie classique sépare les choses. Donc on va travailler sur de l'anatomie comparée, sur de la génétique comparée, et on va classer de manière à séparer, alors que toute l'étude du vivant doit se faire dans son ensemble, dans son continuum. Et nous devons pouvoir comprendre, par exemple, dans les bactéries qui forment notre corps, quelles sont les actions et réactions entre ces différentes bactéries qui vivent dans un écosystème qu'on pourrait appeler l'écosystème être humain. Donc, dès le moment où l'être humain est considéré comme un écosystème, ou la pâquerette, ou la baleine bleue, ou le virus X ou Y, eh bien, on est obligé de comprendre les relations qui se passent entre les différents organismes vivants. Vous utilisez souvent ce terme de continuum. Qu'est-ce que c'est? Alors le continuum, l'intérêt de l'expression même du continuum, c'est de comprendre que tous les organismes sont liés les uns avec les autres et qu'ils dépendent les uns des autres. Un exemple, les champignons sont les seuls êtres capables de faire revenir le phosphore dans le cycle des matières du vivant. Sans les champignons, nous n'avons plus de phosphore, donc nous n'avons plus la capacité de transfert d'énergie dans nos cellules. Ça veut dire simplement que sans les champignons, nous n'existons plus. Et au fond, qu'est-ce que ça change dans notre regard si on prend conscience du fait que sans champignons, on ne pourrait pas exister en tant qu'être humain? Alors, c'est presque toute la mission que je me suis imposée, c'est d'essayer d'expliquer aux autres êtres humains que nous devons avoir un plus grand respect envers tout le vivant, mais sans exception aucune. Donc les regards changent. Par exemple, je suis un protecteur de la nature, mais je suis actuellement en phase de difficulté philosophique par rapport à des thématiques comme la thématique des organismes envahissants. La notion même d'envahissant ou d'invasion ou de peste ou d'animaux nuisibles, ce sont toujours des termes qui sont très négatifs et qui n'ont aucune assise scientifique. Donc pouvoir expliquer à une personne qu'une plante qui vient s'installer dans des milieux nouveaux et qui s'installe très rapidement, si on utilise le terme envahissant, on donne l'image de quelque chose qui va nous étouffer, qui va nous faire disparaître et contre lequel on doit absolument lutter. Alors que si on le regarde dans le cadre d'un respect du vivant, on voit aussi les aspects très bénéfiques de ces plantes très dynamiques et on pourrait effectivement les qualifier de plantes extraordinairement dynamiques. Donc là, la vision est beaucoup plus positive. Ce sont souvent des plantes qui arrivent à pousser dans des milieux très perturbés. Et ça, c'est plutôt génial pour la vie. Heureusement qu'elles existent. Heureusement qu'elles ont cette capacité aussi, par exemple, d'absorber des métaux lourds, de pouvoir refixer les molécules du sol pour que les sols se reconstituent. Ça, c'est tous des éléments extrêmement positifs de beaucoup d'espèces de plantes que l'on dit invasives. Donc, au fond, cette notion même de plante envahissante, elle est toujours définie par rapport à nous, êtres humains, et nos cadres de référence. Et ce que vous dites, si je vous comprends bien, c'est que le vivant a sa propre logique. Alors, qu'est-ce que c'est pour le vivant, ces plantes qui tout à coup prennent beaucoup d'espace ou de place? Le concept même de continuum nous permet de comprendre, d'une part, que nous n'avons plus besoin des théories de l'évolution. C'est intrinsèque au vivant. Il se doit d'évoluer sans cesse. Il se doit de lutter contre des pressions de l'environnement, qu'elles soient d'origine cosmique ou qu'elles soient d'origine humaine ou qu'elles soient d'origine d'une espèce X ou Y. Le vivant va chercher des solutions pour sans cesse s'adapter à des perturbations. D'accepter cette évolution devrait normalement pouvoir nous rassurer
plutôt que nous inquiéter. Et justement, dans toute la vision historique de ce que peut être la nature, on a l'impression que si nous ne la contrôlons pas, elle va finir par nous dévorer, alors que c'est tout l'inverse. Toutes les solutions sont dans la nature, et ça c'est aussi un message qui est intéressant, surtout pour les jeunes générations qui souffrent d'éco-anxiété. Les solutions à tous les problèmes que l'homme a générés, ces solutions existent, et je dirais même que les êtres humains les connaissent. Alors, quelle est la place de l'être humain si le vivant a sa propre logique et qu'il est tout le temps en train de se réinventer? Quelle serait notre juste place? Déjà, il faut pouvoir réussir à accepter que nous sommes un état de passage. Donc, en tant qu'être humain, ça, c'est quand même une histoire évolutive. Nous descendons des premières bactéries. C'est-à-dire que si on remonte au premier ancêtre unique à tous les organismes vivants et qu'on refait l'histoire de ce vivant, eh bien on se rend compte que nous avons le même langage, que ce soit le virus, la bactérie, l'être humain ou la plante, ce même langage de codification des protéines, d'utilisation des 22 acides aminés de base et que ce langage, il ne permet pas d'en inventer un autre. Donc que l'être humain n'est qu'une partie de ce continuum et qu'en plus il est de passage, l'évolution faisant en sorte que ce que nous appelons l'être humain aujourd'hui, peut-être que dans 500 000 ans, ça sera un être je ne sais pas quoi. Si on revient sur cette notion d'interdépendance entre des êtres vivants différents et de coopération, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple ? Un exemple très classique, c'est vraiment l'histoire des plantes à fleurs et des insectes. C'est un monde d'innovation assez extraordinaire. Le jeu entre la plante et l'insecte, c'est que la plante, pour favoriser sa reproduction et son développement, elle a trouvé des moyens d'attirer les insectes. Alors dans l'histoire des plantes, tant que les fleurs n'existaient pas, c'était il y a environ 150 millions d'années, la plupart des plantes comptaient sur le vent pour amener les pollens dans les zones des cellules reproductives femelles. Et c'était très aléatoire. Si vous observez justement des nuages de pollen de pin ou de genévrier, c'est assez extraordinaire. Vous voyez des nuages jaunes qui partent comme ça, c'est des milliards de grains de pollen qui s'en vont. Mais le hasard fait que sur ces milliards de grains de pollen, il y en aura peut-être un seul qui arrivera à l'autre extrémité. Alors qu'avec les insectes, justement le fait de pouvoir les attirer, c'est aussi le fait de pouvoir les fidéliser bien malgré eux, faire en sorte qu'ils amènent les grains de pollen au bon endroit très rapidement. Ça, c'est une collaboration qui est nécessaire pour la plante, mais qui est aussi très intéressante pour l'insecte, puisque lui, il va recevoir le nectar, donc des substances sucrées qu'il va aller chercher pour pouvoir avoir plus d'énergie, pour lui aussi mieux se reproduire. Et quand on regarde cette coopération et qu'on commence à la voir un peu partout dans le vivant, qu'est-ce que ça transforme dans la façon dont on voit notre place dans ce vivant ? Alors ça transforme cette conscience que nous sommes interdépendants. Donc même si on dit très souvent tout est lié, le fait de pouvoir vraiment l'assimiler et le conscientiser nous donne vraiment les clés pour un plus grand respect du vivant. Lorsqu'avec Blaise Mühlhauser, nous nous plongeons dans la complexité du vivant, nous réapprenons une forme d'humilité. Et si nous, les êtres humains, n'étions qu'un être vivant parmi d'autres, constitué en partie des mêmes bactéries et tissus qu'une sauterelle? Et si notre survie dépendait plus des champignons que des intelligences artificielles? Prendre conscience de nos interdépendances est à la fois vertigineux et plein de promesses. Vertigineux parce que nous prenons conscience de notre banalité et de notre finitude. Plein de promesses parce que nous réalisons qu'il est possible d'inventer une cohabitation avec le vivant basée sur la coopération plutôt que sur la domestication et la destruction. Mais concrètement, à quoi cela pourrait-il ressembler en 2040 si nous apprenions à interagir différemment avec le monde végétal et animal ? Voyage dans le monde du futur avec Julien Perrault. 2040, j'y vais.
Julien Perrault, on est en 2040. On se retrouve, c'est le début de soirée. Où est-ce qu'on est ? Alors on est dans une petite clairière au milieu d'une belle forêt, d'une forêt ancienne. Et je suis là avec ma petite fille qui a 8 ans. Enfin, elle va avoir son anniversaire demain. Ça m'émeut de penser à elle. Et j'avais envie de lui offrir un beau cadeau. Et mon cadeau, c'est on dort une nuit ensemble à la belle étoile dans cette forêt. Ça va bientôt être l'heure quand même de faire dodo parce que demain, ça va être une grande journée. Il y aura une belle fête dans la petite ville entièrement végétalisée dans laquelle on habite. Et en fait, à un moment donné, ma petite fille qui s'appelle Gaïa me dit « Mais grand-papa, on m'a appris à l'école qu'il y a 15-20 ans, c'était la catastrophe, c'était la fin du monde, les gens couraient après l'argent, les écrans aspiraient les vies des humains, c'était pollué partout. Et quel miracle est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive où on en est aujourd'hui, même s'il fait un peu chaud en été ?» Et je lui raconte, voilà ce qui s'est passé, que quelques années après 2025, à un moment donné, avec l'accentuation des crises climatiques notamment, le monde des assurances qui a craqué, et que ça a créé une grande crise économique, que les banques centrales ont dû se mettre tout ensemble pour que l'argent vaille encore quelque chose, et que par conséquent, on a vécu une transition assez brutale qui nous a amené à un monde beaucoup plus sobre, beaucoup plus résilient, beaucoup plus joyeux, vraiment où on peut vraiment vivre en étant dans la relation avec nos proches, avec le monde vivant, avec la nature, et plus être dans cette espèce de frénésie destructrice. Et dans ce monde qui s'est transformé, qu'est-ce qui a changé dans la façon dont les humains interagissent avec le vivant ? Alors, ce qu'on apprend le plus à l'école, c'est la connaissance du monde vivant, et c'est la bricole, la récup. Parce qu'évidemment, on ne peut plus tout commander à l'autre bout de la planète et le recevoir le lendemain avec un drone ou je ne sais pas comment. Donc, on recycle, on réutilise, on répare, on récupère. Et finalement, c'est ces compétences très pratiques qui, désormais, ont une grande valeur. Un des grands enjeux en Suisse avec la biodiversité était dans le passé notre territoire restreint qu'on colonisait, qu'on bétonnait. Qu'est-ce qui a changé aussi dans la façon de se partager le territoire entre les humains et le reste du vivant ? En fait, on a dû réaliser que pour ne pas mourir de chaud dans nos villes, il fallait vraiment accueillir le vivant, mais à grande échelle. Et que vraiment la biodiversité est un de nos meilleurs alliés pour limiter les effets du dérèglement climatique. Et que par conséquent, il fallait d'urgence végétaliser nos villes. Donc c'est vrai que c'est magnifique. Aujourd'hui, dans nos villes, tous les toits, toutes les façades sont végétalisées. Et il fait bon frais, même en été, puisque maintenant, voilà, on a à peu près le climat qu'il y avait il y a 30 ou 40 ans à Alger. On rejette pratiquement plus de CO2, donc par conséquent, voilà, ça va continuer à se réchauffer encore un petit peu et ça devrait finalement se calmer. Et comment est-ce qu'on a réappris à vivre avec la vie sauvage ? Par exemple, le loup, dans les années 20, faisait énormément de débats. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vit avec le loup ? On vit, comme dans certaines régions, on a toujours continué à vivre, c'est-à-dire qu'on doit cohabiter, ça ne sert à rien de les tirer parce qu'il va en venir d'autres, et que par conséquent, il faut trouver une espèce de voie du milieu avec des méthodes de protection qui ont fait leurs preuves, qui sont toujours pratiquées dans certains pays, mais qui ont aussi certaines limites. Le loup nous a fait un beau cadeau parce qu'il a amené les gens des villes à aller aider les gens des campagnes, et ça a redonné aussi beaucoup de sens à des gens qui moisissaient toute leur vie dans des bureaux, de passer un jour par semaine dans les coopératives agricoles pour donner un coup de main. Et justement, le fait qu'il y ait aussi des citoyens qui aillent participer à la garde des troupeaux, ça a aussi restauré ce lien très précieux entre ville et campagne. Quand vous regardez autour de vous, quelles espèces ont réapparu qui étaient un peu en voie de disparition en Suisse ? Alors le plus impressionnant, c'est vraiment le retour des insectes, le fait qu'on n'utilise pratiquement plus de pesticides. Et c'est une bonne nouvelle, je le dis, parce que dans les années 20, il y avait des gens qui avaient peur des insectes, mais finalement maintenant tout le monde a pris conscience, grâce à ce qu'on apprend maintenant à l'école, que les insectes sont la base de la vie, et que sans insectes, il n'y a pas de pollinisation, il n'y a pas d'oiseaux, c'est vraiment la base de la vie. Et quand vous regardez en arrière, quel conseil est-ce que vous auriez envie de donner aux gens du passé ? Qui ne se découragent pas, qui restent connectés avec la joie, avec leurs rêves d'enfant, avec la magie du vivant, et qui construisent demain. Merci, au revoir. Merci beaucoup, à bientôt. Dans ce podcast, nous avons entendu avec Julien Perrault que l'émerveillement n'est pas une attitude réservée aux enfants avant de passer aux choses sérieuses de l'âge adulte.
bien au contraire. C'est une qualité qui nous reconnecte à la richesse et à la beauté du monde. Elle nous permet de l'appréhender avec plus de respect et de maturité. Elle nous connecte au fond à notre propre humanité. Nous avons vu également avec Blaise Mühlhäuser que l'étude du vivant reste marquée par un certain anthropocentrisme. La séparation entre l'homme et la nature est le résultat de la pensée des siècles derniers. Et Blaise Mühlhäuser propose un renversement du regard. Reconnaître que la nature est en nous et que nous faisons partie de la nature. Deux approches, deux regards qui nous invitent à reconsidérer notre relation au vivant. Personnellement, j'aurais pu passer des heures à écouter Julien Perrault et Blaise Mühlhäuser, mais je sais que votre temps n'est pas illimité, alors je vous dis au revoir pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons début juin pour une nouvelle série d'épisodes, cette fois-ci sur le thème des nouvelles technologies et de la durabilité. Bonne route et émerveillez-vous d'ici là.